Bien, bonsoir à tous. Déjà vous dire le plaisir que j'ai de se retrouver physiquement pour toutes les têtes connues. C'est vrai que ça fait longtemps, ça fait déjà maintenant quasiment 2 ans qu'on ne s'est pas vu. Et c'est un réel plaisir d'être aujourd'hui à la mutualité avec vous. Je vais essayer pendant ces 30 minutes de vous délivrer un point de vue un peu macro sur ma position sur de l'écosystème, à la fois bien entendu les travaux, mais un peu à date ce que je pense de l'évolution de l'écosystème, à la fois d'un point de vue économique, financier, régulateur et politique. Les cryptoactifs au Bitcoin, au premier chef, fascinent et déplaisent. Et à raison, car ils préfigurent ce que sera peut-être sûrement le monde de demain, un monde numérique plus efficace, plus inclusif et plus décentralisé. Cette révolution, qu'on le veuille ou non, elle s'imposera à tous. Sous nos yeux, nous assistons à une révolution par l'usage qui, comme d'autres, mue par la créativité humaine et le progrès technique, ne pourra être enrayée ni par les États, ni par les GAFA tout-puissants. D'une part parce que cette révolution repose sur une technologie totalement dématérialisée, mais surtout décentralisée, hors de portée finalement des États et des mégacorporations. D'autre part parce qu'elle n'est que la continuité d'un mouvement beaucoup plus grand encore, qui vise à libérer, à redonner du pouvoir, de contrôle et de choix, ainsi que du sens à la décision individuelle. Mais il ne faut pas se leurrer, cette grande bataille pour le renouveau numérique de nos sociétés conférera des avantages compétitifs majeurs à tous celles et à tous ceux qui la gagneront. En effet, il est devoir de la France et de l'Europe de se mobiliser pour assurer la pleine souveraineté de leurs citoyens, de chacun de nous. Dans un monde qui s'est bâti sur une base libertarienne, l'État est souvent décrié. Notre écosystème s'est parfois construit en opposition à une régulation qui, il est vrai, peut parfois être un frein à l'innovation, mais elle reste impérative afin de protéger les plus faibles et pour faire société. Il n'est pas question d'innover dans un monde chaotique, totalement darwinien. J'aimerais à ce titre rappeler à chacun que l'État est l'émanation finalement de ce que nous sommes, c'est une partie de nous. Il ne se cache derrière l'État, derrière la chose publique, ni corporation, ni conspiration. Toutefois, l'État, ses dirigeants élus, ses serviteurs, fonctionnaires, sont à l'image de notre société, pleine de contradictions, parfois averses au changement, souvent préférant le confort de ce qui est déjà connu, confortable dans les petits renoncements dans une forme de procrastination qui protège bien trop souvent la rente au détriment du risque et de l'inconnu. Alors, à ceux qui considèrent que la régulation est un diable absolu, il convient de répondre qu'au contraire, il s'agit d'un facteur de croissance, car c'est dans la stabilité, dans une transparence des règles, au service d'une juste concurrence entre les compétiteurs économiques, mais surtout dans la protection des consommateurs, que la France a œuvré et continuera d'œuvrer afin d'attirer les talents et les capitaux qui feront la prospérité de demain. A contrario, pour ce faire, si la France a opté pour un cadre clair et stricte, elle doit aussi éviter que puissent se jouer sur son territoire physique et numérique des concurrences déloyales entre nos entreprises nationales et les entreprises étrangères. Trop souvent, les bons élèves de la régulation sont lésés dans une compétition internationale qui met en avant ceux qui ne sont pas régis par les mêmes règles. Il est donc de notre rôle de politique et de superviseur d'assurer une stricte équité de la réglementation de la chose numérique. Il n'est pas tolérable que des acteurs étrangers puissent atteindre des clients français en bypassant les règles du droit national sans leur assurer la même protection que nos entreprises régulées. De cette même manière, il ne s'agit pas de réglementer pour réglementer. L'Europe protège déjà ses citoyens avec la RGPD par exemple, mais sa mise en œuvre reste parcellaire par les grands détenteurs de données que sont les GAFA américains. Une bonne réglementation doit donc pouvoir s'appuyer sur des acteurs forts et locaux qui respectent non seulement nos règles, mais également nos visions, nos coutumes et nos valeurs. C'est ainsi que nous protégerons nos concitoyens. Or, en matière de blockchain et s'agissant de cryptoactifs, la technologie est notre meilleure arme, bien au-delà d'une régulation qui se voudrait omnipotente. On ne réglemente que lorsque la technologie n'est pas parfaite, qu'elle laisse apparaître des failles ou rend possible des abus. Mais la blockchain est aujourd'hui la technologie qui est la plus à même de nous aider à lutter contre le financement du terrorisme ou le blanchiment, à s'assurer d'une stricte équité finalement sur les marchés financiers ou d'une véritable transparence sur l'utilisation de notre épargne. Nous parlons ici d'une technologie décentralisée, donc libre de toute censure et donc de l'arbitraire, totalement sécurisée et parfaitement transparente, soumise à un pseudonymat qui protège notre vie privée. S'il ne s'agit pas de pointer du doigt la blockchain et les cryptoactifs et de l'étouffer sous un flot de règles techniques, car si la technologie est neutre et pure par essence, ce sont les usages qu'il faut contrôler et réglementer, c'est en cela que la responsabilité des professionnels du secteur est immense. Pour protéger les consommateurs de personnes qui utilisent la technologie à des fins malveillantes, la sécurité est notre meilleure arme. C'est à mon sens la clé de voûte de toute régulation efficace. Or, en la matière, l'État ne peut pas tout. Il doit pouvoir s'appuyer sur des spécialistes du secteur privé qui ne cessent de développer des solutions innovantes pour garantir la sécurité de nos fonds dans cet écosystème encore légèrement immature. Nous avons la chance en France de disposer du leader mondial en la matière, notamment avec Ledger, qui porte cette exigence. Dès 2017, nous avions cherché
à prendre un train en marche et à construire un début de réglementation permettant d'une part d'assurer la protection des consommateurs et d'autre part de garantir un cadre clair et fiable pour les professionnels du secteur. Nous étions alors les premiers en Europe. Cette réglementation, si elle était inachevée en 2019, avait au moins l'avantage de ne pas brider l'innovation au point de provoquer son extinction. Mais elle restait encore parcellaire et face à l'inventivité des développeurs, elle doit être aujourd'hui complétée si ce n'est revue. Or, force est de constater que la France a perdu l'avance qu'elle avait en 2017. Ce n'est pas la régulation seule qui détermine la réussite d'un écosystème ou sa chute, c'est avant tout une œuvre collective. Et c'est un peu le message que je voulais vous passer ce soir. Il est aujourd'hui évident que de nombreux problèmes continuent de freiner l'innovation dans notre pays. Pour partie, il s'agit de problématiques nouvelles qui sont conjointement apparues avec les nouvelles innovations. Toutefois, il persiste encore aujourd'hui des difficultés qui existaient déjà lors de la rédaction de notre premier rapport en 2019 et qui n'ont toujours pas été résolues aujourd'hui. Politiques, régulateurs, établissements bancaires, professionnels du secteur, médias, généralistes ou spécialistes, ces difficultés sont aujourd'hui l'affaire de tous. Notre niveau d'engagement doit être à la hauteur des enjeux et des nouvelles perspectives numériques qu'elles offrent à nos sociétés. En effet, les cryptoactifs et la blockchain construisent aujourd'hui ce que sera le monde de demain. Un monde toujours plus numérique, toujours plus efficace et au service de tous, sans distinction de fortune, de religion, de couleur de peau ou de nationalité. Nous vivons aujourd'hui dans la construction d'un Internet de la valeur qui pourrait être libéré de l'influence des hégémonies GAFA et géré collectivement par ses utilisateurs. Cette perspective nous oblige à changer de paradigme et de penser à un monde qui ne sera plus centralisé et vertical, mais décentralisé et horizontal. Cela nous oblige à repenser notre manière de concevoir les rapports sociaux et économiques et de repenser notre modèle réglementaire. Aujourd'hui déjà, certaines populations débancarisées du Sud peuvent, avec une grande facilité, accéder à des services de paiement et des services financiers sans en avoir à subir les frais prohibitifs exercés par leur établissement bancaire. C'est en ce sens que le Salvador, petit État d'Amérique centrale, sans monnaie nationale, a fait le choix très commenté d'adopter le Bitcoin comme monnaie légale. Plus proche de chez nous, demain, les processus bancaires seront optimisés sur la blockchain. Les échanges de valeurs, qu'ils soient nationaux ou internationaux, seront réalisés dans un temps record pour un coût minime. Plus encore, les ménages modestes d'Europe pourront enfin accéder à de nouveaux types d'épargne plus rentables, basés sur l'immobilier fractionné ou sur les prêts décentralisés. Cette œuvre politique, qui est la construction d'un Internet de la valeur, ne pourra aboutir que si chacun des acteurs prend sa responsabilité et ajoute sa pierre à l'édifice. Le régulateur, tout d'abord. La conformité à la régulation est une véritable barrière à l'entrée en termes de coûts et de temps. Or, tout le monde le sait, le secteur des cryptoactifs et de la finance décentralisée évolue sur des périodes de temps très courtes, parfois de quelques mois. La compétition internationale étant rude, le droit comparé féroce, la France, bien que pleine de volonté, est parfois un peu à la traîne face au pragmatisme américain ou au centralisme étatique chinois. Il est donc nécessaire que les enregistrements et les décisions des autorités de contrôle prennent en compte cette évolution soutenue. Cela pose évidemment la question des moyens attribués à ces autorités. De toute évidence, aujourd'hui, ils ne sont pas suffisants et il sera donc nécessaire qu'ils le soient dans un avenir assez proche. Le régulateur doit accompagner cette vague qui monte et y attribuer davantage de moyens. Pour ce faire, je plaiderai à travers la loi de finances du mois de septembre pour que nos régulateurs aient les moyens nécessaires à l'accélération des délais et des procédures. Mais plus profondément encore, le régulateur devra, à mon avis, quitter cette posture quelque peu, dirais-je, militaire, napoléonienne, que lui avait confiée cela 2 siècles plus tôt, Napoléon. Il est plus seulement question de s'assurer que nos entrepreneurs ne viennent contrevenir à une réglementation nationale, mais il s'agit de s'assurer qu'ils soient en capacité de porter la voix de la France et de l'Europe dans une économie mondialisée. En réalité, nous devons changer d'échelle. Ne plus penser seulement notre marché français alors que nous sommes intégrés à un marché commun à l'échelle de l'Europe depuis plusieurs décennies. Ne plus penser la norme puis l'innovation, mais bien penser l'innovation puis seulement après la norme. Nous devrions profiter de ces nouvelles perspectives pour repenser notre rapport réglementaire à l'innovation. Placer les autorités de régulation dans une démarche d'accompagnement, plus qu'elles ne le sont déjà, plutôt que de contrôle et de sanctions. Expérimenter des régulations bac à sable, où les entrepreneurs innovent dans un cadre beaucoup plus souple et sous la supervision des autorités réglementaires. Faire primer le contrat à la loi, c'était le sens de la loi Pacte, et j'aimerais à ce titre faire honneur au travail notamment accompli et la vision portée par l'AMF dans ses relations avec les acteurs du secteur, qui démontrent une fois encore que nous pouvons être à la hauteur de ces enjeux quand il y a une véritable volonté politique. Nous ne devons pas nous enfermer dans une logique mortifère visant à faire rentrer ces innovations dans les cases prédéfinies de la 5e directive ou autre réglementation européenne. Cette voie consacrerait alors pleinement le retard de la France et de l'Europe vis-à-vis de concurrents internationaux bien plus agiles que nos acteurs nationaux. La blockchain, les cryptoactifs, les entités autonomes décentralisées, on en a parlé tout à l'heure, toutes ces innovations nous obligent
à changer aujourd'hui de paradigme et à concevoir le monde différemment. Comment réguler une entité qui n'a ni forme sociale, ni forme physique, dont les responsables ne sont pas connus, mais qui est capable de gérer des centaines de millions de dollars ou d'euros d'une manière totalement automatique. Sur ce point, les réglementations qui sont envisagées dans le projet de règlement MiCA ne correspondent pas à cette exigence de remise en question réglementaire. Mais c'est un travail de conviction, un combat du quotidien que nous devons mener, notamment avec les acteurs économiques, pour faire gagner collectivement cette vision à l'échelle de l'Union européenne. Dans cette vaste campagne en faveur de l'innovation, le politique, moi-même, tous mes collègues, y jouent évidemment un rôle majeur. Les responsables politiques sont également responsables de leur jugement, un fait que les professionnels de la crypto ont ces derniers mois durement éprouvé. Les images véhiculées par les responsables politiques contribuent grandement au traitement médiatique d'un secteur. Les cryptoactifs, souvent accusés de caisse noire des criminels ou des terroristes, ont aujourd'hui mauvaise presse au sein des assemblées des administrations et je le regrette. À cet égard, il me revient aujourd'hui le rôle de me dissocier des visions parfois caricaturales récentes de certains politiques trop souvent diffusées dans les médias et de porter une vision long terme pour notre écosystème. Le rôle du politique, c'est d'être un visionnaire. Dans un monde dirigé par une course perpétuelle à l'innovation, l'attentisme, la certitude technologique sont des erreurs criminelles qui ont conduit le vieux continent à rater tous les trains de l'innovation depuis quasiment 20 ans. S'agissant de la France, nous étions la nation de Pasteur, de la fusée Ariane ou même du TGV. Aujourd'hui, disruption après disruption, nous ratons les coches et pourtant, loin de tomber dans le French bashing, nous avons tous les atouts primordiaux pour, dans cette course constante à l'innovation, être en lead à la tête. Je pense à nos développeurs, nos entrepreneurs. Nous avons simplement perdu l'ambition de les mettre à profit. Nous avons perdu les enjeux à très long terme qui se jouent derrière ces innovations. Pour exemple, la question finalement du financement du terrorisme. Je pourrais prendre exemple avec la question de la société Kepler qui avait développé des bons bitcoins qui, grâce à la blockchain, a permis finalement de remonter des réseaux de financement du terrorisme. Si aujourd'hui on sait comment des Syriens ont été alimentés par des familles françaises via l'achat de coupons bitcoin, c'est bien grâce à la blockchain. Et aujourd'hui, si TRACFIN a réussi à démontrer et à démanteler tout ce réseau, c'est grâce à la blockchain. Autre point, et parce que vous en avez parlé tout à l'heure avec Sébastien, mais nous avons considéré que le bitcoin consomme toujours plus d'énergie que certains États et polluerait autant. Nous savons qu'une large partie finalement de cette énergie est issue du centrale hydroélectrique, comme tu l'as dit, que les mines de bitcoin permettent aujourd'hui de consommer le gaz issu du pétrole, notamment relâché dans l'air, que des Français comme toi, Sébastien, travaillent à financer des centrales hydroélectriques au Congo, fortement dépendants du charbon, avec des mythes de bitcoin. Tout n'est pas rose, tout n'est pas noir, tout n'est pas blanc. Il faut savoir toujours être mesuré dans son jugement. En parallèle, le rôle de politique est toujours de garantir une juste utilisation des innovations, que ce soit par les entrepreneurs ou par le secteur public, une protection de l'intérêt général. En cela, il est notre devoir de réfléchir aux rapports qui arriveront prochainement entre la finance traditionnelle et la finance décentralisée. Il est également de notre devoir de nous assurer que les citoyens ne pourront pas se surendetter sur différentes plateformes ou ne se placeront pas dans une situation financière délicate. Enfin, il sera également de notre devoir de pousser les entrepreneurs, les chercheurs à orienter leurs efforts vers plus de biens communs en évitant une réédition des GAFA ou en réorientant les mineurs de Bitcoin vers des sources d'énergie renouvelables. À cet égard, j'aimerais saluer notamment l'initiative de McCourt qui, à travers un institut qui est un institut de recherche entre la fondation Georgetown et Sciences Po, va travailler sur un Internet plus décentralisé et plus juste dans l'objectif finalement de servir l'individu. Il y a fort à faire dans ce nouveau monde et le politique ne pourra pas se permettre de s'intéresser simplement au secteur que lorsque le Bitcoin est à la mode. Un autre point qui, à mon avis, vous est cher est la question des banques. Afin qu'une industrie se développe, elle doit pouvoir compter sur des ressources de financement fiables lui permettant de conquérir de nouveaux marchés. C'est la base finalement du capitalisme moderne. Or, dans le premier rapport parlementaire remis en 2019, nous avions déjà pointé du doigt les problématiques d'accès aux comptes des professionnels des cryptoactifs. Dès lors, nous avions inscrit dans la loi Pacte le principe d'un droit au compte pour toute entreprise finalement qui exerçait dans ce secteur. Toutefois, force est de constater que ce droit au compte, s'il est fondamental en tant que principe, et beaucoup l'ont expérimenté dans la salle malheureusement, n'a pas trouvé d'application concrète dans le quotidien de nos entrepreneurs crypto. Ils sont aujourd'hui encore toujours confrontés à des difficultés pour ouvrir un compte bancaire et sont parfois obligés de cacher leur activité sur les cryptoactifs pour ne pas subir de fermeture de compte brutale. En effet, les acteurs bancaires et financiers sont soumis à des problématiques réglementaires très fortes vis-à-vis notamment de la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme. Toutefois,
il semble évident que les responsables de nos grandes banques françaises n'ont pas encore pris conscience de l'enjeu qui se trouve derrière le développement d'un écosystème robuste des cryptoactifs. Outre les questions de souveraineté précédemment évoquées, l'avènement de la finance décentralisée aura un impact fondamental sur notre système bancaire et financier. Il est notre intérêt à tous que ce dernier ne soit pas déstabilisé brutalement par cette nouvelle révolution technologique qui, au même titre, pourrait participer à sa modernisation s'il est correctement adopté par les institutions existantes. Dans cette course, les acteurs bancaires sont autant responsables que le sont les politiques et les régulateurs. Force est de constater que leurs choix ne sont pas uniquement dictés par des contraintes réglementaires et relèvent également de leur jugement sur une technologie encore balbutiante, mais au potentiel disruptif important pour leur activité. Et je le regrette. Après les politiques, les régulateurs et les banques, je pense qu'il y a aussi un enjeu pour les professionnels du secteur. La société prise dans son ensemble doit être en capacité de faire émerger de grands acteurs nationaux et européens qui sauront compter sur la scène internationale. En cela, la responsabilité de ces acteurs vis-à-vis de la société elle est immense. Outre la recherche constante de l'innovation, les nouvelles technologies doivent prendre en considération les contraintes inhérentes à notre société qui participent à notre vivre ensemble. C'est notamment le cas de la question du traçage des fonds servant à des activités illicites, à la sécurisation des fonds liés aux fraudes, aux failles techniques, à la protection des consommateurs néophytes. Oui, il existe des risques liés au développement des cryptoactifs ou de la DeFi. Et il appartient alors aux professionnels du secteur d'apporter des solutions pour limiter les conséquences néfastes de ces nouvelles technologies ou de leur mauvaise utilisation. C'est déjà le cas lorsque plusieurs sociétés se sont faites expertes de l'analyse des données et des transactions permettant d'assurer de la licéité des utilisations des fonds largement reconnues aujourd'hui, ou bien des solutions de gouvernance décentralisée via des fonds de réserve ou des protocoles décentralisés. Mais il faut aller encore plus loin encore pour conserver l'impérieuse nécessité de préserver la sécurité, la transparence, l'efficacité du monde numérique de demain. Ce n'est que de cette manière que les nouveautés issues de cet écosystème pourront se démocratiser. Je pense qu'il y a une responsabilité de la part de nos régulateurs européens. Et la question de la souveraineté européenne, pour ma part, elle m'est extrêmement chère. Parce que c'est bien de souveraineté qu'il s'agit en réalité. Sur ce point, nous vivons aujourd'hui une période charnière de notre modèle européen et finalement à la croisée des chemins. L'Europe doit retrouver finalement son ambition de porter une voie médiane entre l'hégémonie du secteur privé américain et la toute-puissance de l'étatisme chinois. Cette rivalité, elle fait rage dans un domaine particulièrement sensible, celui de la monnaie. Les États-Unis profitent déjà de la domination en stablecoin, en dollars, pour renforcer finalement la domination de leur devise dans ce nouveau monde numérique. La Chine, elle, dans le même temps, déploie déjà une loi numérique pour aller plus loin, vers plus d'États et toujours plus de contrôle des citoyens au profit du parti unique. Nous devons trouver finalement un entre-deux. Le vieux continent n'a jamais aussi bien porté son surnom. Nous disposons des plus brillants spécialistes du monde, mais les régulateurs européens refusent de chercher à comprendre les bouleversements qui se tiennent sous leurs yeux et pire encore, préfèrent parfois se rattacher aux règles du passé plutôt que d'assurer notre souveraineté future. Parmi les grandes victoires de l'Europe, nous devons noter la constitution d'une monnaie commune. Elle est très décriée, mais c'est quand même une monnaie commune à 19 États, bien qu'imparfait. L'euro est aujourd'hui l'une des monnaies les plus fiables du monde. D'un point de vue, en tout cas immédiat, elle est aussi stable monétairement parlant, et donc elle est protectrice des concitoyens. On peut avoir des débats sur finalement, est-ce qu'aujourd'hui elle se dévalue, est-ce qu'elle est régulée de manière démocratique, mais ça c'est autre chose. Cette place privilégiée de l'euro, elle se retrouve dès lors menacée par l'émergence d'actifs numériques, au premier rang desquels les stablecoins et d'autres MDC. L'urgence est donc pour l'Europe de se développer rapidement d'un euro numérique. Mais à ce sujet, je pense qu'il ne faut pas simplement développer un euro numérique pour développer un euro numérique si l'on veut qu'il puisse concurrencer des stablecoins US déjà bien implantés ou si l'on veut qu'il résiste à la domination du yuan numérique. Il faut garantir les conditions d'une adoption massive de l'euro numérique. Les politiques européens, qu'ils soient banquiers, centraux, commissaires européens ou parlementaires, doivent, avant même de promouvoir la notion d'euro numérique, s'entendre sur ce qu'elle doit être. Monnaie de gros, de détail, les deux, centralisée, décentralisée, anonyme, traçable, monnaie commerciale venant simplement moderniser le modèle monétaire traditionnel ou monnaie de banque centrale remplaçant le cash qui serait donc une créance de l'individu sur la banque centrale permettant différents mécanismes monétaires novateurs tels que l'hélicoptère-monnaie face à la politique parfois néfaste du quantitative easing. Tout cela doit être arbitré par la Banque centrale européenne et aujourd'hui, force est de constater qu'on ne sait pas véritablement dans quel chemin nous empruntons. L'enjeu, c'est que ni les États, ni les banques commerciales ne puissent avoir une influence sur les dépenses des concitoyens, ne puissent contrôler leurs usages de la monnaie ou vendre les données qui en ressortiront à des entreprises privées. L'euro numérique doit donc, conformément à la politique de l'Europe en matière de données personnelles, conserver la vie privée des concitoyens intacte et ne pas donner
de pouvoir indu aux banques commerciales susceptibles d'accueillir les comptes. L'enjeu fondamental est la confiance, finalement. C'est vrai pour la monnaie fiduciaire, nos pièces et nos billets, ce le sera aussi demain avec la monnaie numérique de Banque centrale. Alors j'en appelle le gouverneur à Banque de France ainsi que la présidente de la BCE pour prendre en considération l'ensemble de ces enjeux et de clarifier les positions que chacun a, notamment sur cette question, afin que l'Europe ne soit pas à la traîne. Ces considérations ne doivent pas intervenir en 3 ou 5 ans. La bataille, elle a déjà commencé. On est déjà d'ailleurs quelque peu en retard. Les stablecoins en dollars sont déjà hégémoniques dans le monde des crypto-monnaies, tout le monde le sait. Le yuan chinois commence déjà à s'implanter dans la vie des citoyens chinois. Dans ce laps de temps, nous séparons d'un euro numérique fonctionnel. Nous ne devons pas priver d'un stablecoin euro. Je pense que le rôle du politique aujourd'hui, c'est d'avoir en capacité d'avoir un stablecoin qui soit de nature privée, équivalent à finalement de la monnaie électronique, mais un stablecoin euro et qui ne soit pas interdit aujourd'hui par la BCE. Et en ce sens, la position de Christine Lagarde, je le regrette, est à mon avis un problème pour le développement de cette opportunité. Je le disais précédemment et dans le même temps, l'euro numérique imposera également une réforme en profondeur de notre système financier et de notre système monétaire. En effet, alors que nos politiques monétaires ne trouvent plus aujourd'hui d'efficacité suffisante pour permettre la relance pérenne de nos économies européennes, se pose la question de nouveaux instruments monétaires permettant d'agir plus directement sur la croissance par la consommation et l'investissement. Outre les débats non moins fondamentaux du cadre budgétaire européen et de la trajectoire de nos dépenses publiques, l'euro numérique pourra demain permettre à la Banque centrale européenne d'injecter directement ses liquidités auprès des entreprises et des citoyens sans passer par un système bancaire et financier qui capte aujourd'hui une trop grande partie de ces liquidités. Cet hélicoptère monnaie qui est proposé par des économistes, s'il était compliqué à mettre en œuvre auparavant, deviendra une véritable variable de la politique monétaire dans les prochaines décennies. En ce qui me concerne, je prends à cœur la responsabilité qui est la mienne en tant que politique et je m'assure de toujours aligner ma compréhension du secteur, que je découvre chaque jour finalement, avec les besoins concrets des professionnels de l'écosystème. Vous êtes nombreux dans cette salle à m'avoir exposé vos difficultés. À la rentrée, je formulerai donc des propositions pour permettre cette ambition collective de prendre corps une nouvelle fois. Et avec d'autres parlementaires, certains qui sont intervenus cet après-midi, nous monterons au créneau pour porter ce combat auprès de l'exécutif et de l'administration. Parmi les propositions que je formulerai, j'en ai déjà abordé dans ma démonstration, mais j'aimerais avant tout apporter de la clarté réglementaire à un écosystème qui évolue à un rythme effréné, apporter des définitions non restrictives mais structurantes des différentes activités liées aux cryptoactifs et à la finance décentralisée, je pense aux NFT, au stacking, pour en unifier les réglementations. Clarté fiscale aussi, parce que le régime de 2018-2019 était clairement un avant-propos et qu'aujourd'hui, il faut compléter les différents régimes mis en œuvre en 2019 et en corrigeant finalement les difficultés déclaratives des plus-values, mais pas que. Également, je souhaiterais proposer un nouveau paradigme de réglementation basé sur une sandbox, une réglementation bac à sable, où les entrepreneurs innovants seraient libres finalement d'explorer les possibilités offertes par la technologie dont ils sont les spécialistes sans avoir à devenir des spécialistes du Code général des impôts ou du Code monétaire et financier. C'est dans cette optique que nous pourrons alors pleinement expérimenter les opportunités laissées par les STO et la DeFi. Alors, pour conclure, lorsqu'en 2017, nous avions commencé nos travaux parlementaires sur le sujet, les femmes, les hommes que nous avions rencontrés avec mon équipe ici présente, sont aujourd'hui encore présents finalement et n'ont pas abandonné, soit de rester en France, et je les salue parce que c'est toujours un combat parfois du quotidien. Vous étiez des pionniers. Aujourd'hui, 4 ans plus tard, nous sommes tous finalement devenus des bâtisseurs de ce secteur, construisant ce que sera la finance de demain, un monde numérique du XXIe siècle. Et dans ce gigantesque chantier, finalement, je pense que nous avons tous une pierre à apporter. Je vous remercie.